Christian Monteil, on parle cet après-midi des territoires intelligents et des liens entre les collectivités, les entreprises et les universités. Comment est-ce que vous qualifieriez, vous, les liens en Haute-Savoie? Est-ce qu'ils sont historiques, en constante évolution? C'est une belle question. C'est un moment difficile à assumer, un grand moment de solitude face au micro et à la salle. Franck, tu as appelé les politiques souvent, il va falloir que je revienne un peu sur le sujet. Merci de me donner la capacité à m'exprimer en simple témoin. Je ne représente pas des élus, je témoigne simplement de ce que je vis, de ce que je sais là où je suis, à côté de Jean-Pierre Vial. J'ai noté de l'intelligence quelle était la capacité à comprendre et à s'adapter. Et donc, votre question, je la passe à ce thème finalement. Comment, en Haute-Savoie, essayons-nous les uns les autres de comprendre et de s'adapter? Vous avez tous compris que le rythme de l'entreprise n'est pas celui de la collectivité. Et finalement, quand on rentre en politique, et puis si ça va mal, il y en a deux, trois qui vont venir m'aider, Jean-Luc Rigaud est là et quelques autres. Quand on rentre en politique, on est plein de passion, une envie de s'engager, de servir, de participer, d'échanger, de construire, de prospérer, de faire prospérer la collectivité et le territoire qu'on nous a confié. Et en même temps, on découvre la difficulté, la lenteur, les procédures, l'administration, la nôtre et celle des autres. Et finalement, lorsqu'on fait l'inventaire, on essaie de retrouver quelques moments et raisons d'espérer. Alors les moments et les raisons d'espérer, sur ce thème aujourd'hui qui nous rassemble, la relation entre la collectivité et les collectivités, l'entreprise et l'université, eh bien nous essayons de la construire au quotidien. Pour la Haute-Savoie, je pense qu'elle est historique. La collectivité et l'entreprise, le lien est historique, on le retrouve dans le passé, on le retrouve dans le présent. Dans le passé, ces traditions d'entreprises, de petites et moyennes entreprises délocalisées, proches des territoires et donc proches des élus, avec un dispositif complètement différent en Savoie finalement, avec des grosses entreprises, des gros groupes qui ont évolué. Dans ce département de la Haute-Savoie, également, une proximité entre les collectivités et l'université. Et nous l'avons fait ensemble au sein de l'Assemblée des Pays de Savoie. Sans les accords trouvés entre nos deux départements, l'université ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et nous ne serions pas ici ensemble à échanger et à produire de l'avenir et de l'espoir finalement. Donc ce sont des moments et des raisons d'espérer, et on pourra continuer un petit peu ensuite sur ce sujet, mais dans les gènes du conseiller général, des conseillers généraux, ils font partie du millefeuille, mais on considère toujours que la millième feuille, c'est celle des autres, et nous on s'accroche à la nôtre, c'est humain aussi. Les conseillers généraux portent ce gène de la relation, de la proximité, et puisqu'on a parlé quelques instants de réforme, et je vais m'arrêter immédiatement après parce qu'il y a d'autres sujets, nous avions à la portée de main un dispositif qui devait nous permettre de mêler les compétences et les talents des élus départementaux et régionaux, avec un nouveau cru, celui du conseiller territorial, qui aurait géré en même temps le département là où il est et la région là où elle se trouve, les mêmes élus qui géraient deux instances différentes. On aurait eu une continuité, des connivences, des majorités politiques aussi probablement. Il a fallu supprimer ce dispositif, moi j'en suis assez désespéré. En fait ceci est un autre sujet, on en parlera d'autres jours. Voilà. Ai-je répondu? Très bien. Parfait. Ai-je choqué Jean-Pierre Vial? Je ne sais pas, on va lui demander. Voilà. Justement, Jean-Pierre Vial, entreprise, collectivité, université, comment ces trois mondes, entre guillemets, sont-ils liés en Savoie, de votre côté? Bon, écoutez, la théorie, je la laisse à Franck Rigaud et puis à Christian Monteil. Peut-être simplement, moi, je rebondis volontiers sur deux, trois anecdotes pour essayer de répondre quand même, pas pour défausser, mais pour répondre à vos questions. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, c'était encore quand Saint-Gobain était une entreprise florissante au centre de Chambéry, ils avaient mis, c'était les premiers grands groupes qui avaient mis en place les plans d'accompagnement. On aurait dû d'ailleurs se douter de ce mot, parce que le plan d'accompagnement signifiait qu'il prévoyait des restructurations et qu'il mettait comme ça, il voulait accompagner les collectivités dans des restructurations. Et ils avaient mis à l'époque, c'était assez avant-gardiste, deux ingénieurs à la disposition du département, pour justement
que le département, et j'y reviendrai, puisse dans le domaine économique. C'était peut-être aussi un clin d'œil de dire les élus doivent comprendre grand-chose en économie. Alors mettant 2 ingénieurs, ils y comprendront mieux. Et donc ils ont mis 2 ingénieurs à disposition et pendant une durée de 2 ans. Et au bout de 2 ans, on a eu 2 expériences complètement et diamétralement opposées. Un qui était tellement passionné qu'il est venu nous voir en disant, écoutez, évidemment, la vie des collectivités, c'est vachement sympa, j'aurais pas cru que c'était ça, et si je pouvais rester parmi vous, je resterais. Et en fait, c'est à l'époque où on créait Savoie-Techlac, qui est devenu le premier directeur Savoie-Techlac. Le deuxième, c'était un peu plus rude. Au bout de 2 ans, il a dit, écoutez, très sincèrement, je ne vois pas pourquoi les collectivités s'occupent d'économie. Il a eu un discours, d'ailleurs, pour tout vous dire, on avait prévu un cadeau, je ne suis pas sûr qu'on lui ait offert. Et vraiment très rude. Si vous voulez, et c'était 2 ingénieurs qui sortaient de la même entreprise. L'un était passionné par le monde de l'économie, des collectivités. Voilà. Donc ça montre, si vous voulez, qu'il y a une vraie question. Est-ce que les collectivités, on entend souvent, est-ce qu'elles doivent le faire ou pas le faire, et comment le faire? Donc, moi, je dirais que j'ai toujours été passionné par la vie de l'entreprise, de l'économie. J'ai eu la chance d'être mis dans la commission des affaires économiques. Quand je suis rentré, j'étais beaucoup plus jeune, par punition. On m'avait dit, écoute, t'es petit jeune, tu rentres, dans 2 ans, quand tu auras fait tes classes, tu pourras choisir. Voilà. Mais si vous voulez, c'est aussi un signe. Voilà. Et donc, je suis puni depuis 25 ans, puis je suis toujours resté dans cette commission. Mais ça me passionne. Alors, c'est vrai que le problème, c'est de voir comment les collectivités peuvent accompagner, notamment dans les relations avec l'université. Je le dis, si vous voulez, en Savoie, et ça vaut pour nos 2 départements, nous avons la chance d'avoir plus de 50% de notre PIB dans le tourisme et le tourisme de la montagne. On n'imagine pas que nos départements ne soient pas aux côtés de l'université, et je le dis devant le président de l'université, puisqu'il y a quelques jours, enfin c'était une quinzaine de jours, dans le cadre de cette réforme en cours, on rencontrait les présidents de l'université de Grenoble, parce que on nous dit tous qu'ils veulent nous manger tout cru ou nous laisser de côté, donc vous avez qu'à voir un petit peu leur appétit. Et ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu quelle était la vision. Et donc on a mis sur la table, et on avait préparé cette réunion avec nos collègues de Haute-Savoie en disant on va rencontrer les présidents de l'université de Grenoble, on va écouter ce qu'ils entendent nous dire, mais on veut aussi leur faire passer un message. Et le message, c'est de dire, ben voilà, nos 2 départements ont des spécialités, des points sur lesquels ils veulent développer leur filière, leur tissu économique. La Haute-Savoie va présenter ces enjeux, et nous, en Savoie, la même chose. Et c'était intéressant de voir leur réaction et de s'apercevoir, si vous voulez, que c'était un discours qu'ils comprenaient. Alors après, c'est de savoir comment le mettre en œuvre. Et là aussi, je prends un dernier exemple pour l'illustrer. On a vécu il y a quelques mois l'exemple de Rio Tinto, ces anciennes péchinées à aluminium à Saint-Jean-de-Maurienne. On était un certain nombre d'élus à se battre depuis des années pour essayer de faire en sorte que l'aluminium survive en France, alors que la Savoie est le berceau de l'aluminium. Je rappelle qu'il reste 2 usines, Dunkerque et Saint-Jean-de-Maurienne, et que si on tombait, Dunkerque tombera derrière, je ne suis pas sûr qu'il ne tombe pas d'ailleurs, et qu'il n'y aura plus d'aluminium en France. Et puis, dans cette usine, qui est l'usine mère, il y a un laboratoire qui est d'ailleurs énorme, c'est 200-250 chercheurs entre le site sur Saint-Jean et ceux qui sont à Saint-Irène. Et pour beaucoup d'élus, c'était inconcevable qu'on puisse sauver Saint-Jean de l'aluminium sans sauver les laboratoires, puisqu'on disait, si on est les premiers, c'est qu'il y a les laboratoires. Et il se trouve qu'on a été amené, le gouvernement a engagé les pourparlers avec les Allemands, notamment Trimet, avec une expérience très intéressante. Et quand on les a rencontrés en Allemagne, les questions d'un des élus a été de dire, mais pourquoi vous ne voulez pas défendre, vous voulez reprendre Saint-Jean, mais pas les laboratoires? Bon, il dit, on n'en a pas besoin. Et alors ils nous ont... Alors moi, après j'ai vu le patron, je lui ai dit, mais vous fonctionnez comment? Il dit, écoutez, c'est très simple, nous, la recherche amont, on l'a fait avec l'université, et la recherche aval, on l'a fait avec nos clients. Ce qui veut dire qu'effectivement, faisant la recherche aval avec les clients, ça fait quand même des liens solides de partenariat, si je puis dire, pas dirigé du côté des industriels, et du côté à moi, je l'indique parce que ce n'est pas du tout la méthode que nous avons en France, et pourtant c'est un modèle très simple et très efficace. Je l'indique parce que c'est vrai qu'avec l'université, Christian l'a dit, nous avons un pacte maintenant qui remonte à quelques années, puisque nous avons décidé que les 2 départements travaillaient ensemble, et travaillaient ensemble avant même que l'Assemblée des Pays de Savoie ait la compétence sur l'université. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a des relations étroites. Ça ne veut pas dire que ce soit facile.
parce que l'université, elle a ses enjeux, mais la vraie question qui est pour nous, c'est sur l'université, comment faire en sorte que l'université puisse être calée le plus près possible de nos filières. Parce qu'on sait bien aujourd'hui que le tissu économique se développe d'autant plus qu'il peut compter sur l'innovation, le transfert de technologie, et quel est l'acteur le mieux placé sur un territoire que l'université. Et donc il y a un enjeu qui se rejoint, c'est que l'université, elle a des étudiants qui doivent quand même avoir, c'est quand même un peu la finalité, un job au bout. Et nous, c'est d'avoir des entreprises que l'on peut aider le mieux possible. Et dans l'environnement que l'on peut créer, cet environnement de l'enseignement supérieur et de la recherche est quand même une composante énorme et une composante sur laquelle, je le dis, les collectivités peuvent encore avoir un rôle. Voilà. Christian Monteil, sur ce rôle d'écosystème compétitif, quelles sont les forces de la Haute-Savoie et comment vous placez justement votre rôle? Alors les forces de l'Haute-Savoie, on va les chercher dans les indicateurs économiques qu'on connaît bien, qui ont tendance à nous rassurer parfois lorsqu'on essaie de se comparer à d'autres départements, à d'autres territoires. C'est la vitalité, la démographie, vitalité démographique, vitalité économique. On retrouve la création d'entreprises, l'excédent commercial, le taux de couverture à l'export, un tissu industriel varié, très varié, des entreprises que je qualifie l'agilité de nos entreprises, des entreprises capables de surprendre. J'étais ce matin à 8 Montblanc pour un enregistrement et j'entendais le témoignage d'un chef d'entreprise qui disait « Nous sommes capables de surprendre ». Et lorsque vous dites de quelqu'un, cette personne est surprenante, pour moi c'est... Je le prends comme un complément et comme une éloge à faire. Je suis capable de surprendre. C'est-à-dire que je sors des sentiers connus, des itinéraires identifiés, etc. Mais je vais essayer de surprendre. Alors, le Conseil général de Haute-Savoie, il essaie aussi de surprendre en activant toutes ses forces économiques dans les partenariats qu'on a vus tout à l'heure, l'agence économique, c'est pareil pour la Savoie d'ailleurs, l'agence économique, c'est notre façon d'agir, de dire, d'accompagner les pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, c'est notre bras armé géré avec d'autres collectivités, avec des entreprises, les réseaux, etc. Armes Industrie, Haute-Savoie-Mont-Blanc, Pôle Imaginov, la récente inauguration de la maison mécatronique, on mêle l'accès à la technologie, à l'industrialisation, à la recherche, à l'université, etc. Et ce sont autant de marqueurs que nous essayons d'établir dans ces secteurs divers, variés et complémentaires qui font notre force, qui est la force de ce tissu industriel, et des services également, ne les oublions pas, des services à la personne, services à l'industrie qui ont été souvent séparés de l'activité elle-même. On peut parler aussi de Genève. Genève, l'Haute-Savoie, elle vit avec Genève. Certains n'aiment pas, d'autres aiment beaucoup. C'est une réalité. Un actif sur 5 est à Genève. Eh bien, nous devons, dans cette force qui est la nôtre, prendre en compte ces réalités pour apporter des services et désenclaver le Chablais. Mais j'en dirai 2 mots tout à l'heure sur la fin de mon intervention. D'abord, nous avons le même territoire, si je puis dire. Bon, je l'indique parce que très souvent, on finit par oublier, alors que quand on a des chefs d'entreprise, des entreprises qui s'installent, qui s'implantent chez nous, qui viennent de l'extérieur, on s'aperçoit après qu'en fait, très souvent, la qualité de notre environnement a été un élément non négligeable dans leur choix. Je l'ai dit tout à l'heure, Franck Ribou disait qu'on était dans un pays exceptionnel, c'est vrai à plusieurs titres, on est dans une région également exceptionnelle. Donc ça, il faut le dire. Moi, j'ai pu le noter, notamment dans le cadre d'opérations où il fallait accueillir des chercheurs qui venaient un petit peu de la France entière, y compris de sites prestigieux. On m'avait dit au début, c'est pas sûr que tu puisses garder ces chercheurs. Et rétrospectivement, on se dit, on est un territoire qui a une capacité d'attractivité et de conservation. Je le dis parce que ça peut paraître banal et c'est pas rien. Alors après, si vous voulez, moi quand je regarde un petit peu dans le temps, il faut être extrêmement modeste dans le rôle qu'ont les collectivités dans l'accompagnement. Je crois que dire que les collectivités n'ont aucun rôle, c'est faux, mais après, les choses évoluent. Moi, je citerai un exemple qui m'a surpris moi-même. On avait donc on a parlé du Salon des maires il y a quelques jours, on avait notre journée des maires à l'occasion de la Foire de Savoie comme toutes les années, et cette année c'était l'économie, et il y avait la présentation des entreprises.
Et l'agence économique qui a présenté les entreprises l'a fait, alors peut-être, je ne sais pas si c'est avec malignité ou... a présenté des chefs d'entreprise, des entreprises très intéressantes, très différentes, mais en général, en Savoie, quand on présente, ça a peut-être été le cas tout à l'heure, je n'étais pas là, vous m'en excuserez, on présente les pôles d'équilibre, on organise le territoire, on parle des pôles d'équilibre. Toutes ces chefs d'entreprise, hommes et femmes, qui étaient présentés avec des expériences toutes extraordinaires, étaient toutes des implantations, je n'allais pas dire dans un pays perdu, c'était en Savoie, mais dans des villages hors des pôles d'équilibre. C'est-à-dire en dehors de ce qu'est notre politique d'accueil des jeunes. Et tous ceux qui ont présenté leur entreprise ont parlé de leur histoire. Et chacun a dit les raisons pour lesquelles il s'était installé. J'ai trouvé, moi, que c'était très intéressant, même si c'était un petit peu à l'encontre de la politique départementale qui veut tout structurer. Ça veut dire que quand un chef d'entreprise s'installe quelque part, il le fait parce qu'il y trouve un intérêt. Et tous ces lieux d'accueil, c'était des petites communes. Ça montre bien, si vous voulez, qu'on peut accueillir. Alors après, évidemment, c'est un exemple qui est une illustration. L'autre aspect, à l'autre extrémité, c'est bien évidemment ce qu'évoque Christian Montaille à travers ce qu'on appelle les clusters et les pôles de compétitivité. On sait d'ailleurs que cette démarche a été à la suite d'un grand travail qui s'était fait de collecte d'expériences à travers le monde et qui était venu être présenté à l'époque au niveau du gouvernement pour montrer quelques exemples dont il faudrait que la France s'inspire. Très sincèrement, moi je trouve que l'expérience des clusters et des pôles de compétitivité est d'une richesse extraordinaire. D'abord parce que ça permet à des chefs d'entreprise qui très souvent sont dans des domaines identiques ou très proches, de travailler ensemble alors que autrement ils ne l'auraient jamais fait. Moi j'ai été très surpris de voir très souvent des réunions de travail, des chefs d'entreprise qui se connaissaient, qui n'avaient jamais imaginé qu'ils pourraient être amenés à travailler ensemble sur des filières, parce qu'elles paraissaient trop éloignées apparemment. Et puis ça permet également de travailler avec les collectivités pour que les collectivités aident plus particulièrement des filières qui se structurent. Alors je terminerai en prenant un seul exemple. C'est que je suis un petit peu passionné de l'énergie et du solaire. Moi, je constate une chose, c'est que dans cette filière, si on a pu regrouper autant d'entreprises et de chercheurs en si peu de temps, c'est pas de l'ex nihilo, parce qu'on ne crée pas un laboratoire de taille internationale en quelques années. C'est quoi? C'est le rassemblement, d'ailleurs c'était la vocation d'origine, d'essayer de rassembler sur un même lieu des laboratoires qui étaient dispersés partout à travers la France, de façon qu'ensemble, ils soient plus forts que tout seuls. Et moi, je suis stupéfait de voir qu'aujourd'hui, ce qui a marché au niveau des laboratoires marche au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 200-250 entreprises qui travaillent en contrat de recherche-développement. Ben, je vous garantis, quand ces entreprises vont à l'international, elles donnent le pion aux Allemands, aux Coréens, aux Japonais, et on prend des parts de marché dans des domaines où on considérait que les autres qui pouvaient prendre les marchés. Donc ça montre bien qu'on a aussi des entreprises qui ont des savoir-faire d'une très très grande qualité qu'on sous-estime. Et là, je terminerai effectivement de la complémentarité entre nos deux départements, parce que beaucoup d'entreprises qui travaillent aujourd'hui sur nos pôles sont des entreprises de la vallée de l'Arve ou qui sont dans la mécatronique. Donc, elles n'imaginaient pas au début qu'elles pouvaient avoir une place sur une filière qui a besoin de tous les métiers. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, un département, c'est un périmètre trop étroit. Nos deux départements, c'est déjà mieux, mais quand on est sur des filières puissantes, c'est en fait même au niveau national qu'il faut essayer de regrouper les compétences. Je parlais il y a peu de temps avec un des responsables de votre école d'ingénieurs, et qui me disait, mais moi mes contrats, j'en ai autant avec les entreprises de Savoie qu'à l'extérieur, pour une raison très simple. C'est qu'une entreprise qui veut faire de l'innovation, elle choisit le meilleur pôle d'innovation. Mais une entreprise, c'est pour réussir, c'est pas pour perdre. C'est-à-dire que ça veut dire aussi que pour nous, c'est un message. On ne peut pas être bon dans tous les domaines, mais on peut être dans tous les domaines qui sont bons. C'est-à-dire que si vous travaillez par réseau, soit vous êtes le meilleur, vous êtes tête de réseau, soit vous n'êtes pas le meilleur et vous avez intérêt à trouver le réseau dans lequel vous avez une tête de pont qui sera la meilleure. Et donc, je veux dire que là aussi, il y a une intelligence collective qui impose aujourd'hui aux collectivités de travailler différemment. Et c'est pour ça, je le dis dans le président de l'université, au moment où les universités travaillent ensemble dans le cadre du post-presse, puisque le presse est mort, mais c'est comme toujours, le roi est mort, vive le roi, puisque il n'y a que le nom qui change en gros de la réforme. Je crois que là aussi, il y a un enjeu pour les universitaires d'un côté, et pour nous, et de voir comment on peut travailler ensemble.
Juste un mot sur les investissements. J'imagine que pour attirer des entreprises et surtout les garder, il faut avoir des infrastructures solides. On va en parler justement après aussi avec M. Monteil. En Savoie, c'est aussi du rôle des responsabilités des collectivités. Écoutez, c'est très simple maintenant pour répondre à votre question, parce que la loi fait, et l'Europe, excusez-moi Franck Ribou, nous interdit pratiquement d'aider. Donc aujourd'hui, en gros, bon, même si les savants de la salle diront, mais s'il y a des règles de minimis, tout ça, alors effectivement, il y a quelques pas suivis. En gros, l'aide directe à l'économie aux entreprises n'existe plus. Mais par les infrastructures. Mais oui, alors, votre question montre qu'il y a les infrastructures, l'environnement, et tout le domaine des filières de la recherche-développement. Parce que Dieu merci, dans le domaine des filières de recherche-développement, la patrouille ne nous a pas encore attrapés. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas prochainement, mais ce qui veut dire que les aides directes qui étaient possibles hier dans le domaine économique qui ne le sont plus, le sont quand même avec relativement de facilité dans le domaine de la recherche-développement. Raison de plus pour que les collectivités fassent un effort là-dedans. Très bien. Christian Monteil, sur investissements. Sur ce sujet, je crois que imaginez que les entreprises aient envie et besoin de demander des aides directes à la collectivité, c'est dépassé, c'est même ringard, on n'a pas cette demande. Votre demande n'est pas là. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce que ça ne serait plus une entreprise, vous serez assisté. La demande, elle est dans l'anticipation, on l'a dit tout à l'heure. Et puis j'ai envie de vous faire une confidence, parce que l'Assemblée des Pays de Savoie, dont on a parlé à 2 ou 3 reprises, ce sont 4 compétences transférées des 2 départements à l'Assemblée des Pays de Savoie. La première, c'est la culture, notre histoire, bien évidemment. La deuxième, c'est l'agriculture, une vraie politique agricole commune pour nos territoires. La troisième, c'est l'université, sans laquelle nous ne serions pas là aujourd'hui. Et la quatrième, c'est le tourisme. Nous recherchons actuellement, Jean-Pierre Vial fait partie de celles et ceux qui cherchent, et moi-même avec quelques autres, Christian Hesson, qui est vice-président du Conseil général ici, de mêler nos efforts des 2 agences économiques pour faire des économies. Et là on va retrouver quelques économies potentielles. De mêler les efforts à la recherche. On a évoqué le CRIT en Savoie, TESAM en Haute-Savoie, mais les 2 dépassent ces frontières. On co-traite dans un périmètre complètement différent, et nous essayons, et ce n'est pas facile non plus, c'est un paquebot qu'il faut ramener au port régulièrement, de faire converger ces idées-là. Sur les infrastructures, alors là, bien sûr, les infrastructures, le Chablais. Il faut que je puisse passer tranquillement devant Franck Ribou tout à l'heure, je risque bien le croque en jambe, je m'en méfie. Mais ceci dit, ce n'est pas facile quand vous présidez une assemblée départementale comme celle du département de Haute-Savoie, de gérer des dossiers qui ont souffert pendant des décennies, qui ont été délaissés par la droite et par la gauche pendant des décennies. On est venu nous expliquer qu'on pouvait faire une autoroute qui s'appelait l'A400, il y a 15 ans. Terminé. On nous a expliqué, il y a 5 ans, 10 ans après, qu'il y avait une déclaration d'utilité publique, qu'on pouvait faire ces travaux, et il faut le désenclaver, le Chablais, c'est une catastrophe, on est d'accord. Mais il n'y a plus de crédit. Ça, c'est la droite qui le dit. On va voir la gauche aujourd'hui, et ces gens-là nous disent, eh bien, on leur propose une solution qui est une solution du péage. J'imagine pas faire 20 km d'autoroute sans qu'il y ait de péage, on ne sait plus faire. Mais même aujourd'hui, les mouvements, le gouvernement actuel, soutenu, accompagné ou freiné par les mouvements écologistes, nous disent non, c'est pas raisonnable. On se bat contre ça, nous aussi, quand on est sur nos petits territoires, pour gagner. J'espère pouvoir gagner, j'espère que nous allons gagner ensemble. D'ailleurs, un accord pour installer une nouvelle déclaration d'utilité publique qui instaure le péage, si on n'est pas capable de payer 2 € pour faire Thonon Annemasse, c'est pas la peine de demander non plus, on est bien d'accord. Et si nous obtenons cette solution, oui, le désenclavement du Chablais pourra se faire. Mais il pourra se faire avec des participations de l'État, des accompagnements du Conseil général, qui investit. Là aussi, c'est un message des entreprises, un budget d'investissement extrêmement important ici, plus de 200 millions d'euros d'investissement par an, fléchés sur des investissements liés aux infrastructures, mais aussi aux constructions, à l'accompagnement des collectivités locales, un vrai moteur économique en relation avec les collectivités, avec l'emploi, qui fait que nous avons moins de 8% de demandeurs d'emploi quand on en a 9 en Rhône-Alpes ou 11 au niveau national. Alors oui, accompagner les infrastructures, c'est aider les entreprises. Accompagner le très haut débit comme nous le faisons, c'est les aider les territoires en même temps. Et je crois beaucoup à cet accompagnement indirect pour obtenir et mobiliser le développement de l'économie et de l'emploi, tout simplement. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour toutes ces précisions. Et merci d'être...